Def Lunais, I'm Lunais, Def Lunyagas, I'm Lunyagas, Def Lunais, I'm Lunais, well, I'm Lunais. L'Institut social libéral qui est le laboratoire d'idées qu'on a mis en place pour essayer d'innover au niveau de la démarche politique. À la base, c'est quelque chose qui est extérieur au parti. Il vous expliquera pourquoi un think tank, quel est l'objet, et ensuite en termes d'innovation de la démarche politique, mais aussi de la production intellectuelle des idées, qu'est-ce que nous entendons proposer du moment où c'est une réflexion, pourquoi pas la tenir au niveau du snack le plus indiqué, à savoir l'instance universitaire. Hassan aussi est par ailleurs avocat, mais il est aussi par ailleurs docteur en droit et il est l'auteur d'un ouvrage monumental en matière de relations publiques, traité de lobbying, c'est bien ça, oui, qui est paru ici à Paris. Hassan. Je tiens néanmoins, et c'est très important, à faire une précision relativement à la naissance de cette association, à la naissance de cet institut, et surtout à sa vocation. Ça appartient à tous les Sénégalais. Bon, c'est un lieu de rassemblement d'idées. C'est un lieu qui est, on va dire, le dénominateur commun, le centre de rassemblement de l'ensemble des Sénégalais, quelle que soit leur opinion politique, quelle que soit leur appartenance religieuse, confrérique ou autre. On est là pour participer à une réflexion d'ensemble sur l'éducation au Sénégal, sur la gouvernance au Sénégal, sur la démocratie, sur la promotion de valeurs, sur tout un ensemble de thématiques d'ailleurs, allant de l'économie à la fiscalité, en passant par le numérique, l'institutionnel, etc. Qui dit laboratoire d'idées dit tout simplement une organisation de femmes et d'hommes qui y ont pour objectifs principaux, on va dire, l'amélioration à la fois de la gouvernance au Sénégal, mais aussi le progrès économique et social que l'on porte à travers une doctrine qui est le social-libéralisme, d'où l'Institut social libéral. Ça appartient à l'ensemble des Sénégalaises et des Sénégalais. C'est un lieu de réflexion. Il est transpartisan et je tiens absolument à ce que ce soit entendu. Voilà. Des partenariats ont commencé j'ai commencé à nouer des partenariats avec d'autres laboratoires d'idées dans le monde entier, en France, aux États-Unis, et je vous dis même à l'université de Shanghai. L'ISL se veut véritablement le lieu de la production d'idées politiques innovantes. Il y a trois axes majeurs, trois axes importants qui portent autour du pacte démocratique au Sénégal. Ce pacte démocratique appelle une redéfinition. Et quand on dit le monde des idées, la praxis est d'abord l'émanation d'une réflexion théorique. Agir en homme de pensée, mais aussi penser en homme d'action. On va former des individus, on diagnostique d'abord des besoins en termes d'insertion sociale et en termes de travail. Ensuite, on réunit les professionnels et les experts en la matière et on a pour ambition de promouvoir, bien entendu, la transmission de ces savoirs avec des individus et des étudiantes qui auront un pied dans la théorie d'une part et un autre pied dans la pratique, et la délivrance de leur diplôme va coïncider ipso facto avec l'employabilité qui est attachée. Alors je vais conclure pour ce qui concerne l'utilité et l'importance et faire un clin d'œil aussi à mon cher ami Abdoulaye Tine, au mouvement politique dont il assure la présidence. J'ai discuté la semaine dernière avec un des grands spécialistes de la question. Il est venu me voir il y a 2 ans et demi
en me faisant comprendre qu'il souhaitait mettre en place un organe dont la mission principale serait d'influencer toutes les réglementations européennes. On revient à une thématique qui m'est chère, qui est la thématique du lobbying, que cette activité est l'influence politique des groupes socio-économiques. Il n'existe pas au monde, il n'existe pas une institution politique, il n'existe pas un gouvernement, il n'existe pas une réglementation qui n'ait pas été préalablement investie par des intérêts, qui n'ait pas été nourrie par des idées. Et la première mission, en tous les cas, des lobbyistes de qualité dont le rôle c'est à la fois de dire aux législateurs je vous invite à pouvoir réglementer dans telle et telle activité. Cette réglementation, nous avons au préalable réfléchi, produit des idées, ce qui fait que l'aspect premier d'un lobbying intelligent, c'est d'abord de mettre en place des outils de réflexion, de produire intellectuellement et de faire savoir à toute personne qui est dans un parti politique, au sein d'un parti politique, toute personne dont la vocation est de légiférer, donc c'est-à-dire le pouvoir décisionnel. Le pouvoir décisionnel se nourrit d'abord du travail des think tanks. Il n'y a pas un projet de loi, il n'y a pas une proposition de loi. En Europe également, il n'y a pas à Bruxelles une directive, il n'y a pas une réglementation qui n'ait fait l'objet d'un travail d'expertise au sein de réservoirs de pensée, c'est-à-dire au sein de think tanks qui l'ont mûri, et que ces idées aussi sont bien entendues, et d'ailleurs ça fait partie de l'éthique de ce métier de lobbyiste, qui consiste, quand on a produit des idées, de les expertiser, de demander à celles et ceux qui ne sont pas d'accord, de produire aussi des contre-expertises, et donc on est à même de pouvoir donner aux législateurs des outils nécessaires pour pouvoir trancher un débat, pour la simple raison que on défend des intérêts en disant que nous souhaiterons que la réglementation ait cette orientation, et nous invitons aussi nos adversaires à produire des idées s'ils estiment que celle qu'on produit n'est pas de nature à faire progresser et à améliorer les choses. Je vous remercie tous d'avoir été là, et j'espère aussi pouvoir compter sur vous, toutes et tous, bien entendu, pour apporter vos contributions réciproques pour un Sénégal, bien entendu, plus fort en termes de gouvernance, en termes d'innovation politique, en termes également d'expertise et de rayonnement sur le plan national, sur le plan africain, sur le plan continental et sur le plan mondial. Je vous remercie. Vous me permettrez d'adresser mes vifs remerciements à tous les partis politiques. Il l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas un projet qui est élaboré qui ne sert pas des intérêts. Nous voulons réussir un double tour de force. Le premier tour de force, c'est dans un premier temps, et c'est tout le sens et la signification de l'appellation Institut social libéral, la doctrine sociale libérale, nous la voulons une doctrine de l'action. Le socialisme, le grand soir, il n'est pas advenu finalement. Nous venons de fêter la victoire des Bleus ici en France, avec le mondial qui a connu sa fin. C'est la Russie, l'ancienne Union soviétique, qui a organisé avec une logique capitalistique ces jeux d'une certaine manière. Le socialisme, c'est-à-dire dire qu'il va arriver un jour où tout ce que vous posséderez appartiendrait à la communauté. Hassan va garer sa voiture, quelqu'un va le prendre et va laisser les clés à Montreuil, quelqu'un d'autre va continuer. C'est de l'utopie. C'est-à-dire le laisser aller, laisser faire, ce n'est pas possible, surtout dans des États comme le Sénégal. On a d'habitude de dire à nos étudiants en droit, entre le fort et le faible, c'est la liberté qui opprime et c'est la loi qui libère. Il faut qu'on ait un État qui est présent, qui est là, qui essaye de souffler au jeu économique, au jeu institutionnel, une dose de justice sociale.
Mais aussi, effectivement, il faut du socialisme, parce que tout n'est pas mauvais dans l'idéologie socialiste. L'idée de redistribution, l'idée d'équité, de justice sociale, de solidarité, c'est des principes que nous devons garder. Ce qui importe pour les peuples africains, surtout aujourd'hui pour une nation comme la nation sénégalaise, ce n'est plus quelle est votre étiquette politique. Peu importe que vous soyez socialiste ou que vous soyez libéral. Aujourd'hui, les Sénégalais ont des problèmes. Aujourd'hui, le problème le plus récurrent au Sénégal, c'est le manque d'eau. Je vous donne un exemple. Il y a un problème, on identifie le problème et il faut essayer d'apporter une solution concrète et opérationnelle. Le régime en place a été obligé, je ne citerai pas le nom du cabinet, dont je connais le coût de l'achat et le même programme vendu pour plein de pays, on achète. Alors qu'aujourd'hui, on a tellement d'économistes, tellement de sociologues, tellement de juristes qui sont capables et qui connaissent parfaitement qu'est-ce qu'il faut pour que le Sénégal puisse marcher. En résumé, en substance, le laboratoire d'idées, ce n'est pas une chose simplement pour les intellectuels. Parce que, à travers l'écoute citoyenne qu'on a fait, j'ai été amené à constater, j'ai beaucoup appris en allant vers les populations, que ce soit à Kermassar, que ce soit ailleurs, en Mbao. Les gens, ils savent tous les problèmes auxquels ils sont confrontés. Et ils savent parfaitement ce qu'il faut faire pour remédier à ces problèmes. Au niveau de la gouvernance innovante que nous comptons en tout cas promouvoir, l'Institut se veut un espace ouvert, comme je l'ai dit, ouvert dans deux sens, qui est transpartisan, c'est-à-dire ouvert mais à tous les partis, mais aussi aux gens qui sont sans parti, c'est-à-dire des citoyens, qui ont des idées ou qui veulent partager les meilleures pratiques, mais aussi aux gens qui ne sont pas sénégalais, mais qui sont soucieux d'apporter leur contribution dans la manière de solutionner les problématiques auxquelles aujourd'hui le Sénégal est confronté, les populations sénégalaises et tout ça, ils seront les bienvenus. Le think tank existe en dehors du Parti social-libéral. Le think tank, on en a créé 4. On a créé un think tank à Dakar. On a fait le lancement en premier lieu, l'Institut social-libéral. On l'avait fait à la place du Souvenir. Donc, celui de Paris, aujourd'hui, c'est une séance de présentation. C'est pour ça qu'on avait choisi le format réduit, 60 personnes. Cet institut, nous l'avons implanté au Sénégal, nous l'avons implanté en France. Il y a un autre institut qui est créé pour les États-Unis et qui va être lancé prochainement, et un autre en Asie qui est implanté à Bangkok. Pourquoi? C'est aussi une manière d'impliquer, comme je disais, la diaspora dans la résolution des problèmes d'intérêt national. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand on regarde l'histoire du Sénégal, rétrospectivement, dans les années 80, nous tous, on a été témoins, si ce n'est les fruits, des programmes où il fallait encourager l'éducation des jeunes filles, l'éducation des enfants. Toutes ces générations ont coûté des millions en investissement à nos États. Et lorsque ces gens y sont diplômés, ils partent. Aucun pouvoir ne se soucie de voir qu'est-ce qu'ils sont devenus. Et c'est parce qu'on est conscient de cela qu'on avait, il y a quelques années, entrepris une étude pour voir, mais pourquoi les gens de la diaspora ne s'impliquent pas comme il se devrait? Parce qu'aujourd'hui, il y a un décalage terrible entre les compétences, le niveau de formation, le niveau de savoir des Sénégalais et le niveau du pays d'une certaine manière. Combien de fois des gens ils sont arrivés à Dakar parce qu'ils ont tellement entendu parler du Sénégal, au bout de 3 jours, ils me disaient que mais je pensais que les choses étaient un peu mieux faites qu'ici. J'ai dit, je suis désolé, c'est comme ça. En dehors de notre engagement politique dans notre propre parti, nous avons jugé qu'il était indispensable de créer ce cadre qui va mettre tous les acteurs, en tout cas, à l'aise pour pouvoir contribuer et participer effectivement
à ce projet et pour que les énergies soient mobilisées, non pas autour de querelles, mais surtout dans la manière, les voies et moyens pour résoudre les problèmes auxquels les Sénégalais sont aujourd'hui confrontés. Je vais faire honneur aux dames et pour respecter la parité. Je suis apolitique, mais je m'intéresse énormément à ce qui se passe au Sénégal. Voilà, donc moi, si vous voulez, ma participation à ce think tank, c'est la même participation que vous allez avoir. C'est-à-dire, je suis ici pour écouter les gens, écouter vos propositions, partager mon point de vue sur des sujets que je maîtrise bien. Donc, mon domaine de prédilection, c'est plutôt la santé. Voilà, donc moi je souhaite m'impliquer, si vous voulez, au niveau local, au niveau du Sénégal, sur tous les projets qui peuvent améliorer la santé, favoriser l'accès des étudiants aux études de santé, être une créatrice de pont entre le Sénégal et la France, parce que c'est un pays que je connais très bien, et faire en sorte de favoriser les collaborations entre les instituts qui existent au Sénégal et les instituts qui existent en France. Il y a des choses qui ne vont pas chez nous. Il ne faut pas se dire qu'on est bon, on est compétent, etc. Mais il y a des choses qu'il faut changer chez nous, dans l'approche du monde actuel. Voilà. Donc l'idée est tout simplement de pouvoir contribuer à ces changements dans le bon sens. Ce ne sont pas des approches individualistes, ce ne sont pas des approches vraiment communautaires ou je ne sais pas quoi, mais l'idée c'est d'apporter des idées claires qui peuvent améliorer les conditions de vie des peuples du Sénégal, dans notre pays, parce que en fait ce laboratoire d'idées peut servir à d'autres pays pour venir piocher dans les idées et les appliquer. L'idée c'est une ouverture. Voilà, je ne vais pas être long, donc je vous remercie tous de m'avoir écouté. Quand on regarde au Sénégal, le niveau, l'état de la santé du système sanitaire, il est lamentable, l'état. C'est un euphémisme que de le dire. L'année dernière, on a eu une panne qui s'est posée encore la semaine dernière de machines de radiothérapie. À Dakar, les gens qui se soignaient, qui ont des cancers et tout ça, ils ne pouvaient plus se soigner. On est arrivé à une situation inédite où on était obligé d'amener nos propres malades dans la sous-région, au Mali, en Mauritanie ou ailleurs. Entre construire des aéroports, entre déguerpir des gens qui sont déjà pauvres pour faire un TR qui va rouler à 150 km/h pour faire 57 km, ça n'a pas de sens. Je préfère effectivement dire que recentrons-nous sur l'essentiel. Personne ne doit mourir parce qu'il n'a pas d'argent. Personne ne doit pas mourir parce qu'il n'a pas de quoi se soigner. Et c'est parce que, effectivement, peut-être il n'y a pas cette réflexion stratégique sur les priorités sociétales en disant qu'on est tous des vivants. Ces gens qui sont au pouvoir, ils n'ont pas plus de droits que les autres. Le premier constat, c'est la faiblesse de la production intellectuelle au niveau des idées, que ce soit dans les organisations publiques, c'est-à-dire les administrations, mais aussi au niveau même des partis politiques, parce que on a un parti, nous tous on a des partis, la plupart du temps, les partis, ils ne participent pas à la production des idées. Les partis, leur vocation, leur raison d'être, c'est produire des idées, des projets de société. Faire de sorte que ces idées, que ce soit en matière de justice sociale, de redistribution, puissent un jour être appliquées et impacter la situation économique du pays. C'est pour ça, effectivement, que nous prenons le retour aux fondamentaux de la politique et, comme il l'a dit, effectivement, l'idée de prendre les meilleures pratiques, c'est-à-dire ce qui a le mieux marché, que ce soit chez l'honorable l'ancienne première dame, Madame Vieira, d'où l'idée effectivement de créer le think tank, mais de créer une articulation avec les autres institutions, dans les autres sphères et dans les autres espaces. Personnellement, quand je l'ai vu la première fois à la télé, d'ailleurs j'étais avec mon épouse qui le connaît, pour moi c'était une surprise.
une surprise parce que connaissant la personne et ayant vu qu'effectivement il s'est lancé dans la politique, la première question que je me suis posée, en connaissant Ablaye, c'est qu'est-ce qu'il est venu faire dans cette galère? Et j'ai participé au niveau du Sénégal depuis 2011 sur pratiquement tous les chantiers internationaux, entre autres la Grande Muraille Verte. Et quand il m'a parlé justement de son projet, il voulait que je vienne assister déjà, écouter et puis surtout donner mon idée. Nous sommes venus en Europe, ce n'était pas en fait pour gagner notre vie, non. On croit que c'était pour ça. Bien vrai que dans la plupart des cas, grâce à Dieu, on gagne notre vie. Mais en fait, nous sommes venus ici pour apprendre pourquoi les Européens sont devant nous dans ce monde-là. Et on a appris qu'en fait, ils ont mis en exergue la notion de professionnalisme et de respect et de ponctualité. Dans l'Assemblée, ici, tout le monde a une compétence dans son domaine. Et c'est le cas au Sénégal. S'il y a un pays en Afrique qui recèle de compétences humaines, je peux vous dire que c'est le Sénégal. Et je parle en connaissance de cause. Au Sénégal, vous pouvez aller au plus profond de n'importe quel village. Vous pouvez voir un jeune qui n'a jamais mis les pieds à Dakar et qui a une compétence mais extraordinaire. Parce qu'ils aiment leur pays. On ne leur donne pas le moyen, et c'est le cas pour toute l'Afrique, on ne leur donne pas le moyen justement de développer les actions, les qualités naturelles qu'ils ont. Vous pouvez aller dans n'importe quel pays du monde, les 3 bases essentielles de ce dont les gens ont besoin, c'est de s'alimenter, de se soigner et de gagner leur vie à la sueur de leur front. Il y a un vivier, je pense, à Sali. Le tourisme, je pense que c'est un gros... je pense que c'est une mine d'or pour le Sénégal, quoi. Après, encore il faut s'en donner les moyens. Et bon, on va pas parler d'Air France et des prix exorbitants de Paris-Dakar. Bon, je pense que vous êtes tous concentrés à ce phénomène-là. C'est quand même dingue, quoi, de voir le prix des billets d'avion Paris-Dakar, quoi. Et donc je pense qu'il y a plein de trucs à faire, hein. Je pense qu'il y a une compagnie low cost à faire. Il faut concurrencer, il faut faire une ligne. Enfin, Paris-Dakar, je pense qu'il y a moyen de faire un truc pour développer le tourisme et puis l'économie pour le Sénégal, hein, je pense que voilà. Donc ouais, le tourisme, c'est un domaine qui me plaît bien. Et puis là, moi je travaille chez Safran, donc l'industrie aéronautique, voilà. Et nous, on a des sous-traitants au Mexique, au Maroc. Moi, je me dis aussi qu'au Sénégal, on pourrait peut-être implanter des industries. Enfin, il y a peut-être des formations, des équipementiers automobiles pour l'aéronautique. Surtout qu'en France, il y a des sociétés en françaises qui ne trouvent pas de main-d'œuvre dans l'aéronautique parce que c'est un domaine exponentiel et il y a beaucoup de besoins. Un truc qui me choque aussi, c'est les déchets aussi en Afrique, quoi. C'est quand on se balade, enfin, c'est peut-être pas dans la culture, mais quand on a les petits jeunes qui n'ont pas de boulot, enfin, il y a peut-être moyen des choses, nettoyer les routes et machin, c'est voilà, quoi. Et nous, moi, on se baladait à Sali sur la plage, là, et il y a les déchets, la mer, mais les petits jeunes, ils sont à côté, mais c'est vrai que c'est un peu, voilà, quoi. Il ne faut pas se dire que moi, je suis de l'Afrique de l'Ouest, toi, tu es un Africain de l'Afrique centrale. Non, nous sommes tous des Africains. Et nous sommes des frères aussi. La dernière fois, j'avais parlé dans l'interview qu'il faut que la Gambie ouvre les portes, mais il faut aussi que le président Macky Sall participe à la recherche de la vérité concernant déjà cette guerre de la Casamance et le problème de fond qui existe toujours. C'est parce qu'eux, ils sont au pouvoir, mais c'est le peuple qui meurt. Je défendrai la vérité. C'est parce que quand on ne défend pas la vérité, on défend les mensonges. Et qu'est-ce que ça veut dire le mensonge? Le mensonge appartient au diable, la vérité appartient à Dieu. Alors, le président du Sénégal, Macky Sall, a tout un intérêt à participer pour que la paix règne en Guinée-Bissau, au Sénégal et en Gambie. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il y a 3 baies. Il y a Bignona, qui est Ziguinchor, il y a Banjul, qui est la Gambie, et il y a Bissau. Nous sommes des êtres humains que Dieu a choisis, il y a d'autres que Dieu choisisse, il y a d'autres que non, pour servir l'intérêt surtout du peuple. Nous avons eu le président Senghor, même Amilcar Cabral, ils étaient des amis. Ils ne sont plus là. Mais c'est parce qu'ils ont fait confiance à l'avenir. Ils ont fait confiance à vous qui êtes là, plus jeunes que moi.
Il faut que nous tous maintenant, nous continuons vraiment à bâtir ce qu'ils ont laissé. Et vous savez, laissez-moi vous dire quelque chose. Quand des présidents savent qu'il y a des élections qui vont arriver, ils commencent à faire des promesses. Mais après, ça reste des promesses. Vous devrez le savoir même mieux que moi. Et un pays sans la démocratie n'est pas du tout un pays. Mais voyons la réalité des choses. Il faut défendre vos frères et sœurs, vos papas, vos mamans. Je suis en train de vous dire tout simplement que je vous souhaite beaucoup de bonheur pour ces élections-là qui sont en train d'arriver, mais réfléchissez, je vous fais confiance. Il n'y a pas de Dieu pour les musulmans, il n'y a pas de Dieu pour les chrétiens, nous avons un seul Dieu. Je vais faire partie du projet. Je suis venue avec des personnalités qui feront partie aussi, c'est parce qu'il n'y a pas de couleur. Le projet de Maître Tine n'a pas de couleur, n'a pas de religion, n'a pas de... Non, c'est un projet riche pour n'importe quel être humain qui soit en mesure de défendre la vérité. Je vous remercie. Je salue énormément cette initiative. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, moi je suis convaincu d'une chose, que le changement ne viendra pas de l'élite politique qui gouverne les destinées de ce pays, mais le changement viendra du peuple. Et pour qu'il y ait ce changement, il faudrait qu'on soit convaincu d'une chose, que nous-mêmes, que nous changeons notre façon de faire, que nous changeons notre façon de voir les choses, que nous changeons notre état d'esprit. Notre frère aîné l'a précisé tout à l'heure, les Sénégalais sont foncièrement indisciplinés. Et quand Maître parlait tout à l'heure, quand il faisait le parallèle entre l'inauguration de l'aéroport Blaise Diagne et le problème qui avait été soulevé, à savoir le problème sanitaire qui se posait au Sénégal, on comprend nettement que l'intérêt, l'objectif, les ambitions de nos politiques, ce ne sont pas du tout de gérer l'humain, de gérer les problèmes des Sénégalais, mais ce qui les importe, ce qui les anime, c'est de poser des actes, c'est de travailler pour être réélu. Et je salue encore cette initiative puisque elle n'est pas limitée à des structures politiques ou bien à la société civile ou autre. Donc ça c'est intéressant. Mais la seule interrogation que j'avais et qui me préoccupe depuis tout à l'heure, c'est qu'en fait, comment une fois ces idées mûries, comment on va pouvoir les matérialiser. Les pouvoirs publics, s'ils veulent constituer un vrai obstacle à la matérialisation de ces idées-là, ils le feront. On a besoin de travailler ensemble, on a besoin de mutualiser nos forces, on a besoin de mutualiser nos connaissances, parce que le changement ne viendra pas de l'élite politique. Tout ce que nous faisons du matin au soir, c'est de la politique. C'est pas de la politique politicienne, mais nous faisons tous de la politique. Donc il faudrait simplement qu'on fige cet esprit patriotique que nous avons tous et qu'on essaie de l'orienter davantage et de pouvoir développer notre pays, le Sénégal, et qu'on soit sûr et certain et qu'on soit convaincu qu'on peut le faire. Rien n'est impossible. Il suffit simplement d'y mettre les moyens, il suffit simplement d'être organisé pour pouvoir le faire. Et ça, on a les capacités de le faire, on a la possibilité de nous organiser pour pouvoir imposer cette dynamique qui pourra changer le Sénégal. Très content et très honoré d'être là parce que je pense que la majorité dormante détient quelque part les clés de la solution par rapport à nos problèmes. Il est aussi important aussi de noter l'importance de ce collège, c'est qu'il ne fait pas appel seulement à des politiques, mais aussi, comme elle disait la sœur, par rapport à des associations qui sont des conglomérats de gens qui ont des idées mais qui n'arrivent pas à trouver les tribunes qu'il faut ou les links qu'il faut pour avoir le réseau, pour pouvoir exprimer leurs intentions de mener à bien ce qui est en train d'être fait. Parce que moi je suis président d'une association qui s'appelle Colact aussi,
Je salue encore une fois de plus cette initiative. Je ne veux pas monopoliser très longtemps la parole, mais c'est juste pour dire que la majorité dormante a plein d'idées, une intelligentsia, et je pense que cette plateforme leur permettra de s'exprimer et d'apporter leur contribution sur tous les domaines qui ont été relevés ici, et pour un Afrique meilleure et pour un Sénégal nouveau. Je vous remercie. Pour cette raison, j'apprécie énormément le fait que vous ouvriez un peu les portes pour que chaque enfant d'Afrique se sente interpellé. Que quand on me parle du Sénégal, quand on me parle de la Guinée ou d'un autre pays d'Afrique, j'ai toujours envie de me lever debout, comme si il s'agissait de moi-même. Et c'est dans ce sens-là que depuis aujourd'hui 13 ans, j'essaie de porter certaines valeurs africaines dans le cadre d'une association que j'ai créée, pour laquelle peut-être vous avez eu à entendre ici. J'ai défendu 2 Guinéens et ça m'a valu toutes les remontrances possibles parce que l'affaire avait fait le tour du monde. Toutes les chaînes de télévision en ont parlé. C'était l'affaire du billet de 500 €. Je reviens dessus, pourquoi? Parce que je me suis rendu compte en fait que nous, les Africains, en réalité, on a tout pour réussir. Mais on a accepté pendant longtemps d'être l'esclave de nos fausses peurs et des besoins des autres peuples. Nous avons le droit qui est là, nous avons la culture, nous avons des compétences. Mais ce qui nous manque, c'est l'organisation vraiment basée sur nos convictions. Et avec des projets sérieux, suivis vers l'innovation, vers la modernité. On veut aller traiter les problèmes en Afrique. C'est très beau, c'est très louable pour nous. C'est même nécessaire que nous agissions en tant qu'enfants d'Afrique. Mais quand nous regardons dans notre diaspora nous-mêmes, il y a énormément de problèmes. On ne se fait pas confiance. Et c'est pour cette raison, dans le cadre de l'association CAI, pour laquelle je suis présidente depuis 13 ans aujourd'hui, j'ai dit le droit et la culture pour la femme. Parce que c'est grâce à la femme, qui est la mère créatrice des richesses qui existent, que l'Afrique va avancer. Sauf que notre problème aussi, c'est que la femme africaine ne se fait pas totalement confiance. Et par rapport à ça, dans le siècle où nous sommes, si nous soutenons les femmes, nous pourrons tirer l'Afrique vers l'avant. Si nous apportons également aux femmes ces outils dont elles ont besoin, c'est-à-dire cette rigueur, parce que tout est basé là-dessus, cette rigueur qui va nous apporter en même temps ce partage de connaissances, cette solidarité active et responsable, cela va donner comment dirais-je, le souffle d'audace qui manque à l'Afrique pour avancer. Je vous remercie. Vous venez de casser un code qui n'existait pas avant, c'est-à-dire le fait que nous, Africains, on puisse produire nos propres idées adaptées à nos réalités socio-culturelles pour pouvoir hisser le pays vers le développement. Pourquoi je le dis? Je me permettrai tout simplement de rappeler un fait que vous aviez eu à mentionner tout à l'heure lors de votre exposé. On nous avait présenté, nous concernant nous, l'État du Sénégal, un plan qui s'appelait Yonou Yokoute, comme plan de campagne pour le président actuel. Mais malheureusement, une fois arrivé au pouvoir, le président Macky Sall a dû abandonner son fameux programme Yonou Yokoute pour aller acheter à coups de milliards un plan concocté par une société, un think tank, je dirais plutôt occidental, et qui non seulement le coût c'est l'argent du contribuable, malheureusement, alors que son plan Yonou Yokoute, quand il le concoctait, je pense qu'il l'avait concocté avec ses amis et ses collaborateurs politiques dans le champ de l'opposition. Ce qui révèle un certain niveau de malaise et un certain niveau, comment dirais-je, de comportement déviant de certains de nos responsables politiques ou bien de certains de nos responsables qui s'occupent de tout ce qui est affaires publiques. Et cela montre à suffisance, comme disait, pour reprendre M. Gueye, que
notre problème, c'est qu'on a du mal à allier nos réalités socio-culturelles pour pouvoir les transformer en énergie, pour pouvoir se développer. Et en faisant référence au président Senghor. L'autre aspect de ma contribution dans cette belle initiative, je pense, pour ne pas sortir dans le cadre de ce qui nous réunit aujourd'hui, donc vous avez fait état de 15 points, si je ne me trompe pas, Maître Tine, de 15 champs d'action où chacun d'entre nous, par nos diversités de formation, par nos diversités de compétences et de savoir-faire, pour qu'on puisse s'investir dans chaque domaine qui nous concerne. Et je vais essayer de rejoindre dans la réflexion que j'ai entendue et qui, de la part de ceux qui m'ont précédé, l'idée de M. Gueye qui parlait de la notion d'environnement. L'environnement, Maître Tine, vous en avez donné des exemples à Kermassar avec la fameuse décharge de Mbebes, que je connais très bien, qui fait partie aussi de mon enfance. L'environnement, parce qu'il y a l'homme, il y a la nature. Vous ne pouvez pas les délier. Et il est dit clairement, pour nous qui sommes dans le domaine de la santé, qu'un corps sain dans un esprit sain. Donc, le rapport homme-environnement, c'est ce qui détermine la santé. Depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, depuis mon tendre enfance, la qualité de l'éducation que je recevais de l'école sénégalaise, la qualité de la pratique administrative, la qualité des hommes de valeur qu'on avait, tout ça, on se rend compte de jour en jour que ça s'est effondré et que j'ai comme l'impression, c'est vrai, en regardant tout ça de très loin, on a comme l'impression qu'on produit plus d'intellectuels, plus de gens plus intelligents, plus de gens plus pragmatiques, mais dans la réalité des faits, moi personnellement, j'ai comme l'impression que nous marchons en reculant. Nous devons changer d'état d'esprit, de mentalité. Je pense que mon ami Youm en a fait référence. Notre façon de regarder l'humain en quelque sorte. En fait, si je dis l'humain, si vous me permettez, parce que en tant qu'Africain, j'ai comme l'impression, et vivant en Occident, l'humain n'est pas au centre des préoccupations de la politique publique. La dignité humaine, je ne sais pas où est-ce que vous allez le placer dans votre projet de... Parce que vous, en tant que juriste, vous en faites état tous les jours. Et en Afrique, on préfère laisser, comme je prends l'exemple de la fille qui était décédée à l'hôpital de Thiaroye, qui avait un problème de prise en charge pour une histoire de 200 000 francs, alors que avant-hier il est apparu dans toute la toile et dans la presse que le juge, le doyen des juges d'Emba Kandji fait son check-up à l'hôpital américain de Neuilly, et que d'autres personnalités politiques se soignent quand ils ont juste le rhume, ils prennent l'avion, voilà, ils viennent, alors qu'on a des structures mourantes, il y a des déficits en médicaments. Si je vous dis à l'état actuel, il y a une pénurie de médicaments en fait. Tous les gens qui souffrent de maladies psychiatriques et tous les gens qui souffrent de maladies cardiovasculaires au Sénégal, il y a un déficit en médicaments. La PNA, la pharmacie nationale d'approvisionnement, n'a plus de quoi approvisionner les établissements, les structures sanitaires. La création de l'entreprise, enfin l'entrepreneuriat, ça doit être favorisé. C'est très important parce que ça permet de créer beaucoup d'emplois autour et participer au rayonnement socio-économique. Sinon, les jeunes en fait qui vont là-bas aussi, ce serait bien qu'ils aient des structures d'accueil, sur place pour pouvoir en fait leur faciliter l'accès à
dans tout ce qui est l'entrepreneuriat, parce qu'ils ont peut-être des idées qu'ils veulent exprimer, mais ils ne savent pas trop comment s'y prendre et où s'adresser. Donc ce serait bien aussi d'avoir des institutions en place, sur place là-bas, qui puissent en fait faciliter, orienter les jeunes qui veulent en fait entreprendre là-bas. Voilà. Et moi, mon discours prend fin là et je soutiens Maître Tid dans sa démarche. Permettez-moi de vous remercier pour me trouver dans ce cadre de réflexion, de rencontre, d'échange, de vive voix. Je tiens à remercier le président de l'Union socialiste libérale, Maître Abdoulaye Tine. Je suis en quelque sorte travailleur social. Et par dénominateur commun, je trouve un homme de droits de l'homme, un jour en train de faire un exposé sur un cas humanitaire à Tangana. Madame Gone Gomis peut me témoigner sur ça. Et j'ai vu l'homme en train de faire un exposé sur la question de droits humains. L'état de droits humains en Afrique. C'est dans ce cadre-là que je l'ai interpellé après l'exposé pour inviter à organiser une conférence internationale sur le cas Karim Meïssa Wade, sur la détention arbitraire. Donc moi, ce que je peux dire en termes de cette présence, en fait, nous pensons qu'il est important de reconnaître qu'il existe au Sénégal plusieurs conglomérats de partis, plusieurs alliances, plusieurs partis d'opposition qui doivent se comprendre pour aller en bataillon unique au dernier moment, parce que moi c'est le volet politique aujourd'hui qui me préoccupe, parce que tout se règle en Afrique par la voie politique. Nous avons vu des experts de tout domaine aujourd'hui, donc il faut maintenant, quand il y a un problème politique, la solution ne peut être que politiquement, quoi, malheureusement, en Afrique. Donc moi je suis en tant que représentant, cofondateur de premier mouvement de soutien à Karim Wade qu'on appelle ASCAO, Action de soutien et de solidarité à Karim Wade. Je suis venu pour adhérer à votre initiative pour le développement de l'Afrique, notamment notre Sénégal qui est malade, qu'on doit débouter vraiment ce régime d'incapables dès le 24 février 2019. Je vous remercie. Et je dirais que les médias africains de la diaspora se sont trompés parce qu'ils tapent sur les chefs d'État qui ne sont que des managers. Ce sont de grands managers à qui on a remis des cahiers de charges. Ils ne peuvent faire que ce qui est possible. Ils ne peuvent pas faire mieux. Alors, par rapport à vous qui êtes des technocrates, est-ce qu'il ne serait pas possible d'avoir une autre tactique? C'est-à-dire, par exemple, présenter un Sénégal virtuel. On pourrait l'appeler Sénégalopolis. Et ce Sénégalopolis, en fait, proposerait un autre Sénégal, avec d'autres institutions, avec d'autres marchés émergents, avec une culture économique. Qu'est-ce qui ne vient pas? Parce qu'en réalité, l'Afrique a hérité d'une culture salariale, qui est le propre même de la francophonie. Et je pense que ce serait intéressant parce que là vont recommencer toute une panoplie de campagnes, mais des technocrates, en fait, des technocrates d'origine africaine, des technocrates issus de la diversité, des technocrates diasporans ne peuvent pas avoir la même démarche que les autres, sont obligés de se démarquer. Il ne s'agit pas de faire des forums sur l'Afrique numérique, etc. Mais justement, les campagnes politiques, en fait, comme celles que vous menez, ce sont des plateformes intéressantes pour pouvoir, en fait, présenter un autre monde, une autre Afrique, d'autres intelligences. C'est tout. Effectivement, comme le dit Atab, il y a des oppositions multiples. Et ces oppositions multiples ont besoin de s'entendre, de se comprendre. Et il faudrait qu'il y ait la multiplication de ces réunions qui nous permettent de nous comprendre mieux. Ce qui veut dire qu'un jour, nous avons tous conscience qu'un jour, il arrivera au Sénégal, que personne ne pourra avoir la majorité au premier tour.
Nous avons un seul but, c'est de combattre le régime qui est là sur place. Pourquoi? Parce que tout simplement, on n'est plus dans un état de droit, on n'est plus dans une démocratie, on n'est plus dans une république. Et Maître Tine a été vraiment une cheville ouvrière, voilà, de bousculer ce problème, de se battre pour qu'il y ait un état de droit, une démocratie réelle, parce qu'il a pu intervenir sur beaucoup de sujets, en commençant par la conférence internationale, et aussi sans compter l'invitation du président Wade, voilà, Karim Wade, et puis il y a la question de Mme Vieira, il y a en Gambie, nous sommes au courant de toutes ces choses-là, je pense que c'est sur le Sandé, ce sont des questions qui sont très importantes. Quel que soit le développement, l'économie que nous puissions avoir, s'il n'y a pas de démocratie, s'il n'y a pas de liberté, on ne peut pas vivre heureux. Donc c'est pourquoi nous remercions Maître Tine. Ce qui est sûr et certain, ce qu'il nous faut au Sénégal et en Afrique, c'est de tuer la corruption d'emblée qui gangrène dans nos pays, surtout au Sénégal, plus particulièrement au Sénégal. Pour bouter d'or Macky Sall, il nous faut être unis, oublier nos intérêts crypto personnels et essayer après de satisfaire nos populations. Parce qu'actuellement en Afrique, tout le monde le sait, que nos populations souffrent péniblement. Et ça à cause de nos dirigeants. Et aussi essayer de tout faire pour éliminer toute dictature notoire et nocive. Donc, comme je n'avais pas envie de parler, mon truc, vraiment, je remercie vraiment. Je sais que Maître Tine est un ami, est un Sénégalais courageux qui veut contribuer au développement de notre cher pays, le Sénégal, et nous sommes en phase avec vous, Maître. Je me suis éloignée de la politique. Ça ne veut pas dire que ça ne m'intéresse pas. Ce qui se passe au Sénégal m'intéresse, parce que la question du retour, comme l'a tout à l'heure évoqué Maître Tine, c'est-à-dire quand on est immigré à un moment donné de notre parcours, on se pose la question du retour. Donc les conditions pour ce retour sont souvent très problématiques, donc ce qui fait qu'on s'installe ici, le temps passe, voilà. Et on ne participe pas comme on aimerait le faire à l'évolution, à l'amélioration de notre peuple qui nous a nourris et soutenus. Donc pour savoir où on va, il faut connaître d'où on vient. Donc moi j'ai répondu à cet appel avec beaucoup de joie, parce qu'effectivement j'ai envie de participer à l'évolution de mon peuple, de mon pays, mais je n'avais pas l'opportunité ni en tout cas les moyens d'apporter cette participation sans que ce soit par une voie politique, parce que bon, comme je l'ai dit, je ne suis pas très politique, je ne sais pas comment ça fonctionne, donc je suis complètement novice et j'observe et je suis là pour apprendre et aussi apporter une expertise, en tout cas dans ma vie professionnelle et dans ma vie d'adulte, de l'expérience que j'ai pu glaner depuis que je suis en France et aussi en partant du Sénégal. Donc je remercie beaucoup toutes les personnes qui sont à l'initiative, en tout cas, de ce think tank. Effectivement, le risque, depuis tout à l'heure, j'ai entendu plusieurs interventions. Je me suis dit, le risque aussi, c'est que ce soit en tribune pour faire un état des lieux, comment dire, négatif de nos politiques, de nos dirigeants. Et comme quelqu'un l'a bien dit, c'est des personnes qui sont là. C'est des managers en fait qui ont reçu un cahier de charge et qui doivent faire avec. Donc on les remercie pour l'effort qu'ils mettent, en tout cas pour l'amour, le plaisir qu'ils mettent à aider leur pays. Mais nous aussi, si on a des idées qui puissent faire avancer les choses, autant le faire dans la paix et éviter les critiques sans arrêt, parce que depuis presque 20 ans, depuis que j'ai atteint l'âge adulte, j'entends les mêmes critiques. Et moi, je suis un produit de la banlieue. Je suis née à Pékin, j'ai grandi à Pékin, j'ai fait mes études à Pékin avant de venir ici. Donc, toutes les difficultés qui ont été évoquées ici tout à l'heure, ce sont des choses qui me parlent parce que je les ai vécues et c'est marqué dans ma chair. Donc, moi, je voulais juste être court et bref en disant que la société civile, en fait, ce n'est pas les chefs d'État. En fait, c'est nous, la société civile, c'est nous. Donc, nous devons nous battre pour toutes ces problématiques qui se trouvent au niveau de notre pays, le Sénégal, pour pouvoir changer le Sénégal.
en fait particulièrement l'Afrique aussi, parce que je constate qu'il y a beaucoup de soucis, il y a beaucoup de problèmes par rapport à certains niveaux. Donc après, si vous vous focalisez plus sur les chefs d'État, moi je trouve que ça crée des problèmes. Moi je pense que personnellement la société civile c'est nous, et en fait c'est nous qui devons nous devons nous battre, nous devons nous mettre sur le terrain pour pouvoir régler toutes ces problématiques par rapport à notre pays, le Sénégal et particulièrement toute l'Afrique. Je vous remercie. Merci. Voir ici parmi nous et puis de partager aussi un idéal, de partager plus qu'un idéal je dirais même, c'est-à-dire une vision et une orientation future, un engagement certain pour un pays, mais surtout aussi, et le clin d'œil que je ferai à notre ami cher, c'est bien entendu avec sa réflexion qu'il a eu à faire pour ce qui concerne la Corée du Sud, ce qui est un exemple assez parlant et qu'il a résumé en très peu de mots à travers patriotisme, professionnalisme et ponctualité. Donc qui constitue bien entendu une triptyque qui pourrait nous amener très loin. On compte sur toutes les personnes qui sont là et puis qui vont aussi bien entendu, me semble-t-il, en tout cas pour beaucoup d'entre vous que j'ai eu à voir, qui vont transmettre le message à d'autres. Ce qui est important, c'est qu'on ait des relais d'opinion, qu'on ait le maximum d'individus qui soient intéressés par le sujet, qui contribuent, puisqu'on l'a dit dès le départ, l'Institut social-libéral, c'est l'Institut du rassemblement de l'ensemble des Sénégalais, au-delà des Sénégalais, de l'ensemble de nos frères et sœurs africains. Et la preuve, c'est qu'on a aujourd'hui ici, en saluant Madame Vieira et Docteur Toko et Madame en même temps, et Monsieur, donc en vous saluant tous. Donc, c'est au-delà du Sénégal, c'est au-delà de l'Afrique. On veut aussi que ce soit une vitrine pour le rayonnement des idées de l'Afrique à travers le monde. Encore une fois, donc, la conclusion a été belle. Donc je pense que là maintenant c'est le travail qui commence. Il ne s'agit pas de faire une réunion et après on oublie tout. Donc il faut aller au concret. Les chantiers qui sont là, essayer de contribuer concrètement là où on pense pouvoir apporter quelque chose, et on va essayer de travailler ces idées-là et en sortir quelque chose au final. Quelqu'un se posait la question de savoir pourquoi on n'a pas des économies viables. Notre réflexion propre nous a amené à faire le constat suivant. Dans toutes les économies du monde, vous avez 3 secteurs. Le secteur primaire, le secteur secondaire et le secteur tertiaire. Si vous prenez l'agriculture, le secteur qui mobilise le plus de population active, quel que soit le pays d'Afrique que vous prenez, c'est un secteur où quasiment il n'y a pas d'encadrement. Moi, il m'arrive que des cultivateurs, des agriculteurs chinois, ou même Corée du Sud, j'ai été surpris, m'appellent pour me dire qu'on m'a donné vos coordonnées, je veux que vous fassiez un recours parce que j'avais demandé un visa pour venir au forum de l'agriculture et ils m'ont refusé. Mais je n'ai jamais eu de Sénégalais ou une autre nationalité. Je me suis interrogé pour dire, mais pourquoi, quand il y a le forum de l'agriculture ici, on n'a pas d'agriculteurs vraiment agriculteurs africains qui viennent exposer dans les stands et tout ça, et que j'ai que des banques, j'ai que des potes du président qui vont venir parler d'agriculture à la place des autres. Il n'y a aucun encadrement. Il n'y a pas un statut de l'agriculteur ou de l'éleveur. Ça n'existe pas. Vous dites ça au Sénégal, ils vont rigoler même. Ils vont tomber par terre. Alors que c'est quelque chose qui devrait exister.
Il n'y a pas un agriculteur qui peut espérer une retraite. Il n'en connaît pas. Alors qu'ils ont le travail le plus pénible. On connaît les conditions. Il n'y a pas un agriculteur qui peut espérer prendre sur une mutuelle son fils ou sa fille, encore moins sa femme. Ça veut dire que le secteur primaire n'est pas organisé, il n'est pas reconnu. On parle du secteur informel, mais l'agriculture tombe, le secteur primaire, même dans notre économie, tombe selon ce schéma, effectivement, dans ce côté informel. Le second pilier pour toute économie, c'est le secteur secondaire, c'est les industries, l'industrialisation. Notre ami Stéphane parlait, pourquoi pas, comme il travaille chez Safran, délocaliser et demain qu'on puisse estimer qu'aujourd'hui le Sénégal, avec tout ce qu'on achète, je ne parle même pas des billets d'avion de la diaspora, mais ce qu'on paye pour le business, pour nos officiels et les déplacements de nos officiels, un État comme le Sénégal quand même devait pouvoir avoir ne serait-ce qu'une seule compagnie aérienne qui fonctionne correctement. Ça, on l'a pas. Shaitan